Salut l'équipe, on se retrouve pour un deuxième épisode toulousain en direct toujours de la Voûte Studio. J'ai le plaisir d'enregistrer cet épisode avec Nicolas Todo. Salut Nicolas. Salut. Donc Nicolas, tu es le patron de Todo Box Show. Exactement. Tu es investisseur et tu détiens 4 centres de self-stockage si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Donc, tu connais très bien ce domaine et notamment tu as créé une formation pour accompagner les personnes qui veulent se lancer dans cette niche dont tu vas nous parler. Moi, pour ma part, j'ai hâte d'aborder en fait ce sujet parce que c'est vrai que voilà, je me suis questionné souvent quand j'étais salarié. Et il y a beaucoup de salariés qui me posent des questions sur des petits side business, etc. Pour avoir préparé un peu l'interview, j'ai eu l'impression que c'est pas forcément un side business, hein, c'est plutôt un business à part entière. Mais voilà, on va voir. On va en parler. Je suis curieux d'avoir un peu ton avis et ton écho là-dessus. Alors, je pense aussi que il y a plusieurs possibilités de ces stockages. C'est vrai qu'on est peut-être un peu faussé par l'émission Storage Wars là. Écoute, j'ai jamais vu, mais Qui ouvre pour faire les enchères, tout ça. Et puis c'est vrai que on verra après, mais t'as les locaux plutôt fixes dans des locaux en dur, puis t'as beaucoup de business autour des conteneurs maintenant, mobiles, etc. Donc tu vas pouvoir m'aider à y voir un peu plus clair. Ok. Ce que je te propose peut-être, c'est de commencer par ta présentation finalement, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ok. Écoute, Romain, déjà, je te félicite parce que tu as une énergie, c'est un truc de fou. Tu pourrais être toulousain, tu vois, on se sent à l'aise. Donc, écoute, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Todo. Je suis de base, donc je suis toulousain, papa de deux enfants et j'étais et je suis toujours monsieur tout le monde. Donc, j'étais à la base graphiste. Voilà, et donc du coup un jour j'ai décidé d'investir dans l'immobilier parce que je cherchais des revenus complémentaires. Donc j'ai fait la formation, pour ne pas le citer, de Christopher Van Gen et qui m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de toucher à beaucoup de secteurs de l'immobilier, de l'immeuble de rapport, de la colocation, de l'achat-revente, de la location courte durée, etc. Et au bout d'un moment, en fait, on était de plus en plus à faire de l'immobilier et un jour, j'ai décidé de chercher d'autres opportunités. Et donc, je suis allé sur la catégorie autre, Le Bon Coin, et j'ai trouvé, après moult recherches, un local, une remise commerciale précisément, en sous-sol, sans eau, sans électricité, bref, le bien que personne ne veut parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va en faire. Et le vendeur m'a dit, peut-être tu devrais transformer ça en centre de self-stockage. Écoute, moi, quand ça s'est fait, c'était il y a un peu moins de 10 ans. Donc déjà, tu vois, quand je parle de self-stockage, j'imagine qu'il y a certains de tes auditeurs qui ne vont même pas connaître le sujet, et c'est normal. Donc il y a 10 ans, c'était pire. Mais alors du coup, qu'est-ce qui fait que tu as voulu cliquer sur eux? Donc tu m'as dit effectivement, tu avais l'impression que c'était un peu bouché, qu'il y avait un peu moins d'opportunités sur l'immobilier classique. Mais du coup, tu t'es dit autre, tu cherchais des tiny house, tu savais pas en fait. Mais en fait, je savais pas, je me laissais porter. Je voulais sortir des recherches habituelles et je me suis dit, peut-être tu vas trouver un jour un bien, voilà, qui va te donner une idée. Je cherchais en fait, tu l'as très bien dit tout à l'heure, des side business. Et moi, l'immobilier, j'ai toujours vu ça comme, en fait, je ne veux pas que ça soit un boulot à plein temps. J'ai un parallèle, ça c'est plutôt un big up à ma femme, mais j'ai plusieurs activités. Je peux pas faire toujours la même chose. Alors ça l'a fait doucement rire, ça fait doucement rire les copains parce que j'ai toujours un truc en tête. Mais je ne suis pas capable tu vois, je ne pourrais pas faire que du self-stockage. Et mine de rien, mais toi qui fais des podcasts, voilà, tu sais que tu peux faire tout à fait créer un podcast en parallèle, investir dans l'immobilier ou avoir d'autres activités. Et en fait, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui m'ennuie relativement vite. Et donc, du coup, je cherchais une activité qui pouvait me rapporter de la rente et en parallèle, derrière, pouvoir être complémentaire d'autres activités. Donc, par exemple, tu vois, mon activité de graphiste, alors je la pratique beaucoup moins. Je la fais entre guillemets pour les copains ou pour les projets qui me font plaisir, notamment dans le self-stockage. Mais je pratique ça en tant que business en parallèle de mon activité. Donc voilà, c'est ma façon d'être. Hein. Certaines se lanceraient corps et âme dans une activité. Moi, j'en suis incapable en fait.
Bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que finalement, j'ai l'impression qu'une fois qu'on est entrepreneur, on a du mal en fait à tenir Ouais. sur un seul projet. En fait, on Bah, il y a a plusieurs besoin d'aller s'éclater, de créer en fait, de créer des Exactement. choses, de lancer des opportunités. Et à la fois, ce que je retiens également, c'est quand même que tu étais salarié, enfin, tu étais graphiste. Ouais, Pas salarié. alors jamais salarié, ouais. Tu étais graphiste et tu as lancé ce business Ouais. à côté. Donc, tu avais quand même, Exactement. pour les gens qui nous écoutent, c'est hyper important. Tu avais une activité. Ah oui, bien Et tu as sûr. quand même pu te dégager du temps pour faire ça à côté. Ouais, Et en mais en payer. fait, c'est ça, c'est l'avantage, si tu veux, du self-stockage et même, on va se dire les choses, de l'immobilier en général, tu vois, pour avoir touché un petit peu à tout. Alors, ça dépend de l'intensité qu'on y met et les projets que l'on développe, mais une colocation, ben, moi, personnellement, n'ayant pas fait les travaux, pourtant, Dieu sait que j'aime ça, ben, il y a un peu de suivi travaux, mais une fois que la colocation est lancée et que les loyers rentrent, bah voilà, c'est bon, on passe à autre chose, quoi. Il peut se passer des trucs, mais dans l'ensemble, on n'est pas H24 dans la coloc, quoi. Et dans le self-stockage, finalement, c'est sensiblement la même chose. C'est-à-dire que on va créer des box, très bien, en fonction des centres. Alors, c'est sûr que si vous ouvrez des centres de 500 box, 1000 box, bah, forcément, là, il va falloir penser à peut-être à embaucher quelqu'un ou alors avoir enfin, considérer son temps différemment. Moi, dans mon cas, ça ne sera jamais ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je désire. J'ai besoin d'une pluralité d'activités. Donc, bah, tu mets des choses en place adaptées à ça. Et le self-stockage, pour moi, hein, pour mon cas, mais aussi pour mes élèves et pour les personnes qui en font, je suis pas le seul en France à fonctionner comme ça, mais offre cette opportunité-là à partir du moment où on arrive à le penser de manière professionnelle. Oui, bien sûr. Après, tu fais des économies d'échelle quand tu Exactement. multiplies, mais à un moment, bah, ça devient une activité à temps plein et bah, tu as moins de temps pour remettre le poids du corps sur d'autres choses qui te tiennent à cœur, etc. Ouais, voilà, moi j'aime bien créer. Après, encore une fois, tu peux aussi te dire, bah écoute, demain je me développe, j'ouvre un centre de 2000 mètres carrés, bah tu positionnes quelqu'un qui va faire ce travail-là pour toi, pour dégager du temps. Tu vois, en off, on parlait de Quentin Doucier. Quentin Doucier a une multitude d'activités. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça. Bah derrière, ils ont une équipe. Donc voilà, après, moi je trouve que enfin, ça me correspond davantage ce système-là, c'est-à-dire être un bâtisseur, quelqu'un qui construit des projets avec l'envergure que tu veux y donner et que tu peux donner aussi accessoirement. Donc en fonction de ça, bah, tu vas voilà, te diriger dans telle ou telle solution. Ouais, je comprends. Ça marche. Mais du coup, je te propose, c'est vrai que self-stockage, c'est un gros mot. Hein, Ouais. tout le monde Ah ne oui. comprend pas forcément. Le self-stockage, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ok. Prenons la base de la base. Alors, le self-stockage, si effectivement tu as très bien dit, peut-être très peu de gens connaissent. Par contre, si je vous dis garde-meuble ou box de stockage, il y a peut-être des images qui se créent dans la C'est plus tête. parlant, déjà. Voilà. Alors, le self-stockage, c'est quoi? Moi, j'aime bien imager. Et en gros, ce sont des entrepôts découpés en plusieurs pièces qui vont de 1 mètre carré jusqu'à des cellules de 100, 200 mètres carrés ou plus. Voilà. D'accord. Donc, en gros, ce sont des pièces dans lesquelles vous allez pouvoir déposer vos affaires, que vous soyez particulier ou professionnel. Donc maintenant, ça, c'est la version un peu imagée, mais la version un peu plus professionnelle, c'est un service de proximité. Logique, tu vois, je vais pas aller déposer mes affaires à Paris si j'habite à Toulouse. Donc moi, quand les clients veulent un box, ils sont en général d'Amazon de chalandise, c'est-à-dire au grand maximum 15 minutes en voiture. Voilà, D'accord. pour imaginer encore. Et donc, du coup, c'est un service de proximité qui permet de mettre à disposition des box de stockage, ces fameuses boîtes, fameuses pièces de 1, 2, 10 mètres carrés, à disposition des particuliers, des professionnels qui ont des besoins temporaires de stockage ou des besoins beaucoup plus long-termistes. Et ça va toucher absolument toute la population française, malgré le fait que, comme tu l'as aussi dit, c'est que en fait le self-stockage est absolument inconnu dans le vocabulaire français. La France est une anomalie d'un point de vue du taux de notoriété dans le self-stockage. C'est-à-dire qu'un Français sur 4 connaît le self-stockage. Et pourtant, on a des taux de remplissage incroyables. Donc du coup, pour récapituler, donc c'est bien un endroit finalement, peu importe la forme, on va se dire, hein, c'est un endroit où tu peux entreposer Très bien dit. des biens, de la marchandise. Pourquoi self-stockage? En anglais, self, c'est De façon autonome. donc ça veut dire que derrière, potentiellement, ça permet aussi aux personnes de venir déposer, retirer
de manière Quand ils le autonome souhaitent. sans dépendre de quelqu'un et d'avoir une espèce de dépendance pour leur stockage. Exactement, à l'inverse du garde-meuble. Le garde-meuble, initialement, c'était les déménageurs qui mettaient à disposition des caisses en bois. D'accord. En gros, tu déménages, tu viens mettre tes affaires dans des caisses en bois et tu devais appeler le déménageur pour aller chercher tes affaires. Ok, donc tu avais des contrats, etc. Le self-stockage, c'est beaucoup plus flexible. En fait, c'est des panels d'ouverture les plus larges possibles. Donc, tu peux y accéder 7 jours sur 7, voire même 24 heures sur 24 en fonction des centres. Tu vois, moi, j'ai des centres où tu peux y aller quand tu veux. Et donc, par rapport à ça, les gens viennent chercher leurs affaires et s'en vont quand ils le souhaitent. Il n'y a pas d'engagement. Donc, c'est ultra flexible le self-stockage finalement. Trop bien. Et alors, du coup, tu as légèrement effrôlé, on va dire, le pourquoi. Ouais. Mais ok, on a compris ce que c'était. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la demande est croissante, malgré le peu de connaissances sur le terme, mais pourquoi la demande est croissante en France et pourquoi c'est quelque chose qui est porteur, selon toi? Alors, la demande explose partout dans le monde, hein. Déjà, en fait, je vais répondre à ta question, mais juste pour donner un ordre d'idée, tu vois, les États-Unis, c'est quand même costaud comme pays. Ils ont 0,8 mètres carrés de stockage par habitant. Donc, ça paraît rien quand je le dis comme ça. Mais en France, on a 0,034. Donc, ce qui veut dire que la France est à la traîne, mais d'un point de vue du stockage, qu'on a des taux d'occupation de l'ordre de 80%. Donc, il faut voir, en fait, parmi les 700 centres qu'on a en France, on est plein à 80%. Donc, qu'est-ce qui explique cela? Déjà, il faut savoir que le self-stockage, c'est un marché de crise. Donc, nous, par exemple, pendant la crise Covid, on a explosé, en fait. D'accord. Ouais, on a explosé pour plusieurs raisons. Déjà, les gens se sont retrouvés chez eux. Et chez eux, quand on se retrouve chez soi et qu'on se laisse porter un peu par le temps, la vie, etc., on se rend compte qu'on accumule beaucoup de choses. C'est vrai. Et donc, du coup, vu les coûts, les loyers augmentant, les coûts de la vie augmentant, si tu veux, on va essayer de rationaliser nos espaces de vie, mais aussi nos espaces de travail. C'est pareil, en fait. C'est-à-dire que on va chercher à optimiser tout ça. Donc, par exemple, nous, à Toulouse, c'est vrai que le prix au mètre carré est beaucoup moins important que celui de Paris. Pour autant, le moindre mètre carré coûte cher. Donc, ce qu'on veut, c'est profiter le plus paisiblement de nos mètres carrés et voilà, louer des espaces. Ensuite, donc ça c'est un petit détail, mais on déménage de plus en plus. Avec la crise Covid, on s'est rendu compte que les gens, il y avait une explosion du nombre de déménagements, les gens partaient de la ville pour aller à la campagne, etc. Les étudiants déménagent énormément de ville en ville, tu vois, pour faire leurs études, et donc pendant ces périodes de tampons, ils cherchent à stocker leurs affaires le temps de trouver un appartement. Et trouver un appartement, c'est compliqué. Et de plus en plus compliqué. Même chose quand on fait des travaux chez soi. Donc, tu veux refaire, j'ai n'importe quoi, ta cuisine. T'as pas forcément de place pour stocker ton matériel dans les chambres, etc. Tu veux pas t'engorger, tu vas mettre dans un box. Tu as des affaires de bébé, tu vois, par exemple, que tu n'utilises plus. Pour autant, tu veux pas les jeter parce que, un, c'est sentimental, deux, numéro 2 peut arriver à tout moment. Donc, du coup, tu vas chercher à stocker tes affaires. Pour un restaurant, c'est pareil. Une terrasse en hiver, aucun sens. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup de restaurants qui stockent leur terrasse en hiver et en été, inversement, ils stockent autre chose, quoi. L'archivage. En France, on est le pays de l'administratif. Tu es obligé de garder tes archives pendant plus de 10 ans pour certains métiers. Tu vois, ma femme est avocate. Pour le coup, elle a des obligations d'archivage. Et même si elle se digitalise, il y a encore beaucoup de papier. Donc, voilà, tu es obligé de stocker. Donc, en fait, il faut se rendre compte, pour résumer tout ça, que plus le coût de la vie augmentera, plus les espaces de vie réduiront, plus on va chercher à rationaliser tout ça. Également, avec l'arrivée du e-commerce, tu vois, les gens vont chercher à stocker pour le moins cher possible. Les artisans, je peux sortir pendant des heures si vous m'arrêtez, mais les artisans, tu vois, passion et engouement, je t'avoue. Ouais, il y a tellement de cibles en fait. C'est là où tu te rends compte que, mais moi, je vais terminer par les artisans, mais tu vois, par exemple, on dit souvent, ouais, mais ouvrir un centre de self-stockage à la campagne, ça se remplit jamais. Moi, souvent, je sors cet exemple-là. Mes parents habitaient dans une ville de 3000 habitants. 3000 habitants, il y a 2 centres de self-stockage, ils sont pleins. Mais qui loue en campagne, tu vois? C'est très simple. Tu es artisan.
Ok, tu vas commencer tes plombiers, tu vas avoir du matos. Tu vas commencer par mettre dans ton garage tes affaires. Et puis au bout d'un moment, maman, elle va te dire, bon, t'es mignon avec tes PER et tout ça, mais tu me ranges tout ça parce que moi, je veux mettre les affaires de bébé. Donc toi, tu vas dire, attends, je viens de démarrer mon activité, c'est compliqué, je vais pas m'engager sur un bail à je sais pas combien de temps, et si ça marche pas, etc., comment je fais? Donc du coup, tu vas louer un box de stockage, et au fur et à mesure de ton activité, tu vas pouvoir aller chercher des box plus ou moins grandes, tu vois. Et si ça marche plus d'engagement, tu t'en vas. Donc, tu vois, la flexibilité, la sécurité et finalement le fait de pouvoir composer tes prix par rapport au nombre de mètres carrés, c'est ça en fait qui plaît à tout le monde. Ah, ouais, bah, en fait, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements sociodémographiques, des choses. Alors, moi, je trouve que la société commence à en prendre conscience de cette espèce de consumérisme. Donc, tu Tout à fait. as plein de mouvements de location, de choses plus vertueuses qui se créent, et tant mieux. Néanmoins, tu as aussi Complètement. des obligations du quotidien qui fait que la vie va très vite. Et donc, comme on est dans l'immédiateté, etc., on a aussi des C'est très vrai. solutions qui sont dans l'immédiateté. On pense peut-être pas assez en amont d'autres alternatives. Tu parlais des étudiants, moi je le constate justement avec des étudiants dans mes appartements où ils vont avoir une première année à Rouen, mais la deuxième, ils vont être obligés de se spécialiser, donc d'aller, je sais pas, à Reims. Exactement. Et donc, comme tu dis, ouais, t'es obligé de bouger, tu fais l'école, comment tu fais? Tu vas pas à chaque fois reprendre du mobilier pour chacun des points. Donc, tu changes un peu ta façon de consommer. Je suis très d'accord avec toi aussi sur les mètres carrés. Les mètres carrés sont de plus en plus chers. On n'est pas encore comme au Japon où on est ultra réduit, mais c'est une vérité que... Et regarde les villes développées, en fait. Moi, c'est comme ça que je crois que c'était la formation de Christopher Wangen. Il en parlait justement. Je trouvais ça très intéressant. Tu veux t'inspirer, ben regarde les pays qui sont devant toi. Et tu vois, par exemple, si tu prends le self-stockage, les pays devant nous, c'est l'Angleterre. L'Angleterre qui est au-delà, c'est, tu vois, en Europe, ils explosent tout. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils représentent 75% du marché ou un truc comme ça. Fait, c'est colossal. Et nous, en France, on est troisième pays. Mais tout ça pour te dire que eux se sont inspirés des États-Unis, et les États-Unis sont un pays beaucoup plus développé que la France. Et en fait, on se rend compte que dans les villes développées, dans les pays développés, les logements sont, en fait, on est de plus en plus nombreux. Et donc, du coup, au bout d'un moment, il faut les stocker, ces personnes, tu vois. Ah, ce qui est assez fou, parce qu'aux États-Unis, tu as des grands espaces aussi, ils ont des surfaces qui sont grandes, mais on arrive quand même à cette situation où on pousse les murs Hyper consumérisme. pour entasser nos objets. Exactement. Et je te rejoins aussi pour avoir travaillé un peu dans le retail. Comme on est dans l'immédiateté, il faut la délivrance qui va avec, et donc il faut des stockages de proximité pour délivrer de plus en plus vite. Hein, maintenant, Très bien. j'ai envie de dire, on a les click and collect en 1 heure, en 2 heures, où si tu es à trop de kilomètres, tu pourras pas aller chercher le produit à temps. Et donc, pour ça, tu peux pas tout stocker dans les magasins. Donc, tu as des petits entrepôts déportés à droite à gauche. Ah, j'adore. Très bonne idée. Et bien souvent, effectivement, les entreprises, tu vois, moi je le voyais dans mes entreprises, tu reloues, en fait, tu ressous-traites sur vraiment des petits locaux. Mais là, tu vois, tu as levé, c'est très intéressant ce que tu dis. Et tu as levé, en fait, l'avantage du stockage, c'est que tu peux le déporter sur plein de sujets. Là, tu as parlé de ça. Moi, je te donne un autre exemple. Tu vends un vélo sur le bon coin, ok? Mais toi, tu es chef d'entreprise, tu as des rendez-vous de partout, et prendre rendez-vous pour un vélo, tu vois, avec quelqu'un qui va potentiellement te planter, qui va rentrer chez toi, ça pose un problème. Donc, qu'est-ce qui se crée à l'heure actuelle dans les grandes villes? C'est tu viens stocker ton vélo temporairement dans un box, ok? Le box, il y a un code d'accès, la personne vient, tu lui dis, la personne viendra entre 15h30 et 16h, elle vient, elle arrive devant ton box, elle t'appelle, tu débloques le box. Toi, tu t'es jamais déplacé, c'est sur caméra de vidéosurveillance, donc tu risques rien. Et donc, tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur le côté service. Parce qu'en fait, c'est vraiment un service, le self-stockage. Et cette micro-logistique, tu vois, elle est hyper importante. Tu as parlé des entrepôts, on va dire, des accès. Mais tu vois, Vinted, Amazon, tous ces lockers-là, c'est exactement la même chose. Mais ça, tu peux l'appliquer sur plein de choses dans le self-stockage, en fait. Donc, c'est très intéressant. Ok, donc la demande, on sait ce que c'est, on sait que la demande elle est là et qu'elle continue, ça pousse, donc c'est porteur en tout cas, l'offre est là pour répondre à cette demande. Maintenant, moi ce que j'aimerais comprendre, c'est peut-être avant même d'attaquer le business model, c'est j'aimerais bien comprendre, donc toi tu avais l'air de dire, la prochaine étape c'est on trouve un local,
Donc tu cherches, déjà, est-ce que tu cherches sur Le Bon Coin, ce genre de choses? Ouais, ça se fait. Bah, carrément. Ok. Il y a plein de Le Bon quoi. Coin ou autre, attention, ils ont des concurrents, Se Loger, Oui, oui, pas tous les citer, mais vous avez compris le principe. Exactement. Et donc, toi, c'est plutôt locaux en dur que tu cherches en priorité. Oui, alors, il peut y avoir plusieurs styles. Tu vas avoir, moi j'ai acheté la première fois des remises commerciales. Donc c'est un un local, pardon, dédié au stockage. Ok. Donc en fait, les remises commerciales, initialement, si tu veux, ils fabriquaient des locaux commerciaux et en dessous, ils avaient des espaces de stockage. Ça, c'était avant, parce qu'ils avaient la place. Et après, bah, du coup, comme ils exploitaient pas toute la zone, ils ont revendu ça, si tu veux. Et ça, il y en a plein, hein, des trucs comme ça. C'est pas un truc c'est pas une erreur de marché, quoi. Et donc, du coup, ben, voilà, il y a ce type de bien-là. Ensuite, tu vas avoir tous les locaux qui vont se situer en sous-sol. Tu as plein d'activités en sous-sol qui sont inexploitées. Les caves, tu vois, les voûtes, les caves voûtées, des choses comme ça. En fait, tous ces business-là, tous ces types de biens-là peuvent se prêter au stockage, en fait. Avec le Covid, tu as beaucoup de locaux qui sont abandonnés, qui n'arrivent pas à trouver de rentabilité, d'exploitation. Et donc, moi, j'accompagne beaucoup de marchands, justement, qui veulent optimiser leur rentabilité à ouvrir des centres de self-stockage. C'est ça. Et du coup, alors je te demande ça parce que moi, mon premier réflexe, mon premier instinct, ça aurait été plutôt de me dire, quand j'ai pensé self de stockage, je trouve un terrain nu, riche, qui me coûte sûrement moins cher que des locaux, et je pose en fait des box préfabriqués, des conteneurs maritimes, je ne sais quoi, retravaillés pour stocker. Donc tu vas sûrement me dire que c'est pas les mêmes solutions, c'est pas les mêmes qualités, mais quel avantage je vais avoir? Enfin, pourquoi partir plutôt sur du dur? Après, comment tu l'articules? Tu vas faire dresser des parpaings? Enfin, tu as déjà des choses préfabriquées que tu peux venir implémenter? Comment ça se passe? Très bonne question. Alors, tu as plusieurs questions dans ta question. Ouais, alors, moi, je vais faire ça. Non, mais j'adore, ça me plaît. Alors, en fait, effectivement, tu as plusieurs types de self-stockage, on va dire. Tu as le container, pour parler du container. Donc, tu achètes un terrain. Attention, tous les terrains ne se prêtent pas à faire du self-stockage. Si tu veux faire les choses correctement, il faut que ce terrain il soit constructible. Ou en tout cas, que ce soit autorisé de déposer des containers. Donc, moi, je vois beaucoup de gens. Constructible, mais aussi d'avoir une activité commerciale dessus. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, en plus. Tout à fait. Donc, du coup, ce qui veut dire que moi, j'entends souvent des personnes, quand je les ai en rendez-vous, ouais, mais j'ai un terre agricole, je veux mettre des containers dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Ben non. En fait, c'est pas du tout adapté. Tu auras peut-être un changement de destination à faire, tu auras peut-être un refus, parce qu'il faut une activité commerciale et il faut que ça soit constructible. Donc après, est-ce que tout le monde le fait? Ça, je sais pas. Moi, ce que je peux te dire, c'est que ça se fait pas aussi facilement. De plus, certaines me disent aussi, ouais, mais je veux faire du container, c'est plus rapide. Ben non, parce qu'en fait, en fonction des fournisseurs, ça peut mettre plus ou moins de temps. Et d'un point de vue des installations, c'est pareil. Enfin, on n'a pas une moult choix. Même si depuis quelque temps, on voit l'arrivée de fournisseurs qui s'adaptent complètement. Est-ce que je suis contre? Pas du tout. En fait, clairement, au contraire. Moi, je suis pour, depuis je fais ma chaîne YouTube, de démocratiser en fait ce service de self-stockage. Donc, que ce soit du container, que ce soit du box de stockage comme je fais, après tout, les deux sont très bien. Par contre, j'invite vraiment les gens qui font du conteneur, moi j'en accompagne, mais à le penser de façon professionnelle. Ce n'est pas juste poser des conteneurs sur un sol et c'est parti, ça se loue. Parce que il y a des règles d'urbanisme, il y a des règles de stockage. J'ai eu dans mes élèves des personnes qui avaient fait du conteneur dans le passé et qui ont eu des problèmes d'humidité en fait. Parce que le conteneur, si tu veux, tu as plusieurs sortes de conteneurs et certains regardent que le prix. Donc qui dit prix dit beaucoup de voyages et qui dit beaucoup de voyages dit conditions de stockage déplorable. Donc, faire attention à ça. Il faut aussi verrouiller d'un point de vue de l'accessibilité parce que qui dit en extérieur dit visible. Qui dit visible, tu peux vite ouvrir et passer te servir, quoi. Donc, ouais, je pense que tu as raison. Il ne faut pas cracher dessus. C'est des solutions différentes qui existent. Aujourd'hui, tu peux faire ça sur un terrain, mais pas si simple qu'on le pense. C'est pas, t'as un coin d'herbe, tu poses des boîtes dessus. Non. Là, comme tu dis, il faut vérifier toutes les autorisations. Je suppose que les conteneurs, tu peux pas forcément les poser sur n'importe quelle terre. Bon, il faut peut-être un minimum de consolidation, tout ça. Potentiellement, demain, tu es un établissement recevant du public. Il y a des règles, tu en parleras peut-être après, de sécurité hyper importantes aussi. Donc,
pas si simple que ça, contrairement à des locaux. Et donc, toi, tu es plutôt spécialisé sur cette partie locale. Stockage, alors moi, en tant qu'investisseur et opérateur, du coup, oui, pour l'instant, je ne fais que du local, que du centre de self-stockage en dur, on va dire ça comme ça. J'ai pas fait de container, mais j'accompagne dans mes élèves des personnes qui font du container parce qu'ils ont des terrains qui sont parfaitement adaptés à ça. Donc, honnêtement, je suis pas pour ou contre le container. Maintenant, moi, ce que je fais à titre d'investisseur, c'est vraiment plus du box. Et donc, plus du box. Il y a deux sujets que j'aimerais aborder avec toi. Le premier, donc, tu m'as demandé comment on faisait. En fait, c'est simple. Tu achètes un local, enfin, c'est simple, que tu vas chercher à diviser en de nombreux box. Alors, le but du jeu, c'est de créer le plus de box possible. Donc, tu cherches une surface de, par combien, par un peu. Ouais, bien sûr. Tu cherches une surface de combien pour, dans l'idéal pour. Alors, ça dépend du nombre que tu peux en mettre, mais je suppose que toi, tu as à peu près en tête une moyenne par box de combien. Moi, ce que je cherche en général, c'est aux alentours des 150 mètres carrés. Maintenant, et je sors souvent cet exemple, tu me trouves 70 mètres carrés, pied de Tour Eiffel, prix pas cher, bah, je le prends tout de suite en fait. C'est juste que tu vas adapter. Mais 150 mètres, ça te permet de diviser en combien? Alors tout dépend. Moi, je fais du centre-ville. Donc tu vois, enfin, je te dis ça, mais j'ai fait aussi de la campagne. Mais du coup, en centre-ville, suite aux études de marché que moi j'ai relevées, par exemple, j'ai pu me rendre compte que je pouvais démarrer à 1 mètre cube. Donc 1 mètre cube, tu prends 1 mètre carré, tu divises en deux. Clac, clac. Et donc du coup, aller jusqu'à 8 mètres carrés. Ok. Donc ça, c'est ma demande, on va dire, générale. Après, moi maintenant, les types de box que je propose sont des petits box. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, tu vois, j'en ai pas parlé, mais dans les résidences, il y a de moins en moins de caves. Et la cave, c'est comme le cellier, en fait, finalement, quand elle n'est pas là, ça te manque. Donc, du coup, voilà, c'est pour répondre à ce qu'on appelle du box lifestyle, donc c'est-à-dire que tu viens stocker ce que tu vas pas utiliser tous les jours, pour faire simple. Et le paddle pour aller à la mer, les skis. Exactement, le vélo, le truc, voilà. Et donc, du coup, par contre, à la campagne, j'ai fait des box un peu plus grands, donc 5 mètres carrés jusqu'à 10 mètres carrés, pour faire simple. Ouais, c'est pas énorme en plus, tu vois. Non, c'est pas grave. J'aurais pensé des grandes surfaces. Tu peux avoir beaucoup plus grand, exactement. Mais donc, le but du jeu, tu prends cette surface. Si elle est adaptée à faire du stockage, je précise, parce que tu vois, les gens vont se mettre à acheter des caves, mais les caves, il faut regarder, parce que moi, tu vois, pour le coup, j'ai acheté une cave et il y avait beaucoup d'humidité. Et donc, ça, c'est une problématique pour le stockage. Donc, il faut vraiment arriver à prendre en compte toutes les problématiques autour du stockage et faire en sorte que son locataire soit le plus à l'aise possible et que le service que tu proposes soit qualitatif. Et donc, du coup, tu vas diviser ça et le but du jeu, c'est de chercher à automatiser tout ça. Parce que là où tu gagnes de l'argent, c'est quand tu as beaucoup de locataires. Plus tu as de locataires, plus tu vas gagner de l'argent. Donc, je te coupe. Ouais. Avant d'automatiser, j'aimerais juste être clair sur le truc. Donc, tu trouves ton local. Ouais. Tu me dis, il y a des points de vigilance à regarder. Ouais. C'est important parce que finalement, donc, je suis sur le bon coin. J'ai trouvé un local, tu m'as dit 150 mètres carrés. Ouais, par exemple. Je prends une grosse moyenne, on a compris. Voilà. Mais 150 mètres carrés. Je vérifie effectivement les conditions d'humidité. Ouais. D'accessibilité aussi. D'accessibilité. Ouais, si tu as un escalier, tu vois, il est vénère, il est venu et que, en fait, faut te mettre à la place finalement de la personne. Si toi, tu dois stocker tes biens, tu prends un truc sous les bras, est-ce que ça le fait correctement? Est-ce qu'il y a d'autres points? Tu parlais que tu avais acheté un local sans eau, sans électricité. Ouais. Est-ce que c'est des points qui sont hyper importants ou est-ce qu'il y a d'autres points qu'il faut faire gaffe? Alors, l'eau, on s'en servira pas sur des surfaces comme ça, en tout cas, non. Même pour le nettoyage, t'as pas une société de temps en temps que je suis bien un an. Serpillère, après, ils se débrouillent, tu vois. Ça gérable. Ouais, dans les copros où tu as toujours un bar à côté qui peuvent te. Voilà. Okay. C'est pas trop problématique. Et après, l'électricité, par contre, il t'en faut. Électricité, Internet, il te faut. Parce que les caméras de vidéosurveillance, parce que les lumières, parce que tout le système incendie, tu vois. Okay. Donc, ça, le contrôle d'accès, etc. Donc, ça, c'est quand même important. Et après, l'élément, c'est. Deux éléments. C'est l'emplacement. Tu vois, et voilà, il faut que ça soit cohérent vis-à-vis de la demande. Et il faut aussi regarder il m'a échappé, le prix au mètre carré. Ouais. Parce qu'on est sur du stockage, donc il faut qu'il y ait des prix au mètre carré très bas. Mais en fait, ça se fait naturellement parce que
ces locaux-là que j'achète, c'est pas des locaux que tu vas transformer en habitation et c'est pas des locaux que tu vas transformer en bureau ou quoi que ce soit, c'est pas adapté. Mmh. Donc, si tu veux, c'est invendable en fait. Quand tu rachètes ce type de locaux, t'es pas embêté par une problématique de racheter un fonds de commerce en même temps. Il faut que tu Non, trouves des locaux libres de non. Pour l'instant, ça. j'ai pas eu le cas, j'ai pas eu ce cas-là et même dans mes élèves, non, j'ai pas eu ces cas-là. Ok. Mais mes élèves n'ont pas trop de mal à trouver les locaux. Ouais, ça se fait mieux. Parce que, parce qu'en fait, c'est des locaux voilà, qui C'est sont, assez que personne restreint ne veut. d'usage en fait. Donc, Surtout personne n'en veut, tu veux. Alors pour l'instant, en tout cas, c'est pour ça que je dis c'est vraiment un marché de niche. Et tu vois, j'en parlais avec la patronne de JeuStock. JeuStock, c'est la plateforme, c'est le Airbnb du self-stockage. d'accord, ok. Donc la nana, elle gère, Laure d'ailleurs, que je salue, gère 17 000 annonces de stockage. Waouh. Ça fait un morceau quand même, tu vois. Ça te balèze, ouais. Ouais, depuis plus de 10 ans. Donc, elle voit la demande, en fait, elle voit la demande partout en France, à la campagne, en ville, et elle est capable de t'assurer, d'ailleurs, j'en parle dans un épisode, que ça se loue aussi bien en ville qu'à la campagne. C'est pas les mêmes types de biens. Mais même en dehors de ça, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que beaucoup de locaux différents sont adaptés pour faire du self-stockage. Donc, ça veut dire que Mmh. si toi, tu veux te lancer dans le self-stockage, t'as pas besoin d'acheter un entrepôt de 2000 mètres carrés. C'est très bien si tu le fais, je te le souhaite. Mais moi, j'en suis la preuve. Le premier local que j'ai acheté, il faisait 140 mètres carrés. J'en ai acheté un, du coup, dans une ville à 1h15 de Toulouse, tu vois, une toute petite ville à la campagne. Ben, celui-là, il faisait pareil, 150 mètres carrés. Et ça m'avait coûté 30 000 balles, tu vois. Ah, c'est intéressant. En fait, pour revenir à la dame, jeustock.com, Ouais, tu m'as dit, leur c'est ça? courtier, ouais. En fait, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de le fait qu'il y avait de la demande et tout, qu'il n'y avait pas de problème. Néanmoins, pour les plus frileux, tu peux faire comme un appart. Tu peux te dire, je mets une annonce sur le bon coin, sur jeustock.com, Très bien. un peu Bah, fictive. pas jeustock.com, mais tu mets le bon coin déjà. Un peu fictive, et tu vas voir tout de suite si ça Ouais. mord et si tu as de la demande. Ce que Ça, je fais, hein. ça permet de te rassurer sur, sur l'emplacement, en tout cas, que tu as choisi. Tu trouves tes 150 mètres carrés, donc du coup, on rentre un peu dans la rentabilité du projet. Ouais. Toi, quelle rentabilité, nette ou brute, peu importe, tu peux constater dans une grosse moyenne. Ouais. Et tu me parlais de prix au mètre carré, quelle moyenne faut viser? Encore une fois, ça dépend des villes, tout ça. Mais... Ouais, alors ça, c'est toujours très compliqué de dire. La rentabilité, déjà, je peux te la donner parce qu'il y a une étude de la FEDESA qui sort chaque année. La FEDESA, c'est la Fédération européenne du self-stockage. D'accord. Et donc, en rentabilité nette, en dessous de 10%, on considère que c'est relativement bas. Net. D'accord. Donc, sur des projets de self-stockage, 10%, c'est quand même assez joli, je trouve. Mais tu peux avoir des centres à plus de 20 ou 30%, en fait. Donc, ça, ça se fait. Et c'est pas des produits, des licornes, tu vois. Donc, maintenant, tu me parlais du prix au mètre carré. Je suis jamais super à l'aise avec cette question parce que, tu vois, je vais te donner un exemple concret. Le premier centre, je crois que j'ai acheté, je devais être à, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est aux alentours des 500 € du mètre, un truc comme ça. Mmh. Et un autre centre là que je suis en train d'acheter, celui-là, on est quasi à 1200 € du mètre. Ouais. Bah, c'est-à-dire, je suppose, faut le penser à l'envers un petit peu avec un compte prévisionnel, si j'ose dire, où tu te dis, OK, le prix c'est ça, il faut qu'on liste les différentes charges qu'on va avoir. Ouais. Et pour retrouver à 10%, bah, faut que j'achète à temps. Alors, il y a plus que ça. maximum. C'est que, tu vois, en fait, ce que tu achètes, c'est pas un mètre carré, pas que un mètre carré, Non. c'est un volume de stockage. Oui. Tu vois la différence Plus, entre ouais. le premier et le second, c'est que Ah, le c'est vrai premier... qu'aujourd'hui, ils mettent pas les annonces avec le mètre cube, Eh merde. ben ouais, mais voilà, on va en parler le au site. Mais en gros, tu vois, le premier, tu as 2,50 m, le deuxième, tu as 3,50 m. Et tu vois, là, tu as 1 mètre de différence plafond, tu vois. C'est pas ouf, hein, mais tu peux faire des box les uns sur les autres. Et là, pour le coup, bah, tu descends ton prix au mètre carré puisque tu vas stocker sur une plus grande surface. On en revient, tous les mètres carrés ne se Courte. valent pas. Mais en fait, ce qui est joli dans le self-stockage, c'est que tu vas exploiter le moindre mètre carré. Et toute l'ingénierie, elle est là, en fait. En dehors de l'automatisation, toute l'ingénierie, elle est là. Et de faire les bons choix, bien sûr. Tu vas pas mettre des box de 1 mètre carré partout à la campagne, par exemple, si tu sais que ça va pas se louer, quoi. Bien sûr. Et du coup, j'essaie de me remettre un petit peu à la place de mes auditeurs et auditrices. Voilà, c'est à partir de quel moment je peux me dire j'y vais sur l'annonce. Je sais pas, demain, il me faut combien? Est-ce qu'avec 10 000, 20 000, 50 000?
Par rapport à quoi? Au mètre carré ou J'espère pas. J'espère pas. Parce que sur Je le sais que côté tout cher. c'est mon temps, mais bon. Pareil, j'espère que ça, on peut trouver moins. Mais non, pour lancer le projet, le business, est-ce que c'est accessible à tous finalement? Moi, je vois, je vais te dire, je vais pas parler pour moi parce que on pourrait ne pas me croire. Et moi, je cherche aux alentours des 500 € du mètre. Maintenant, j'ai vu dans mes élèves des personnes qui achètent à 300 € du mètre, un peu plus aussi. D'accord. Mais en général, ça se situe quand même en dessous de 1000 € du mètre. Largement. Ok. Largement. Encore une fois, c'est des biens dédiés à du stockage uniquement, en fait. Donc, ça n'a pas de valeur résidentielle, tu vois. Voilà. Ouais, je vois. Donc du coup, je retrace le fil rouge. On a, Bruitage. on a, Le on a- bruitage. on a trouvé le bien. Ouais. Enfin, le local. On se dit c'est top. On a une bonne renta. On a vérifié nos différents charges. D'ailleurs, on T'as pourra- appelé Nicolas d'abord. T'as appelé Nicolas Todo. Il y a un lien calendrier dans la vidéo. Voilà. Mais en tous les cas, on va voir les charges à la limite ensemble. Ouais, Mais tu vas voir, on c'est a le top. local et tout. On est OK là-dessus. Ouais. Demain, comment je fais pour l'équiper en fait? Ouais. Alors, bien sûr, tu as ton accompagnement et on va en reparler à Non, la mais fin de oui, l'épisode. Ça permet de mettre un pied à l'étrier pour ceux qui sont moins sereins. Mais comment ça se passe dans les faits? Est-ce que c'est des artisans, je vais dire lambda entre guillemets, Ouais. qui vont Ouais, faire bien le sûr. boulot? Ou est-ce que tu as des sociétés spécialisées qui vont pouvoir mettre des box adaptées? Comment ça se passe? Alors, si tu me demandes à moi, je te dirais que déjà, alors, tu veux qu'on parle d'abord des charges ou des artisans? Comme tu le sais. Allez, les Je te laisse- artisans. Je te laisse ça, moi. Moi, de base, j'ai toujours fait appel à des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine. Et dans le self-stockage, il y a des artisans qui sont spécialisés dans le self-stockage. D'accord. Et tous les artisans ne sont pas faits pour faire du self-stockage. Donc, il y a des concepteurs de box, tu vois, qui sont vraiment dédiés à faire ça, qui font que ça toute la journée, D'accord. qui sont capables de te fournir aussi des plans d'aménagement adaptés au self-stockage. Tu vas avoir des sociétés spécialisées dans la sécurité des hommes, dans la sécurisation de l'espace, pour tout ce qui va toucher au contrôle d'accès, tout ce qui va toucher aux caméras de vidéosurveillance, à la sécurité incendie, puisque tu accueilles des personnes quand même. Et tu vas avoir des assurances dédiées à ça. Et ça, c'est très important parce que c'est pas du tout comme du résidentiel. Tu montes pas un centre de self-stockage et à la fin, tu appelles, tu dis bonjour, je dois assurer mon bien. Non, ça marche pas. Parce qu'il y a des assurances qui sont vraiment spécialisées à la fois pour toi en tant qu'opérateur, mais aussi pour protéger le bien de tes locataires. Ensuite, tu vas avoir des logiciels d'exploitation. Je te dis si tu veux bien faire les choses. Bien sûr. Tu vas avoir des logiciels d'exploitation qui vont te permettre d'automatiser ta facturation de masse, qui vont te permettre d'automatiser tes entrées, sorties, etc. Donc voilà, si déjà tu fais le tour de tout ça, tu as pas mal de choses. Après, comme c'est un business, il faut être présent sur Internet. Donc ça, c'est très important de penser son business vraiment adapté au self-stockage. Là encore, étant de la communication, je peux t'assurer qu'il y a un monde entre le business du self-stockage et les autres business. Tu vois, donc les agences de communication qui montent des sites pour n'importe quel business sont pas forcément adaptés pour faire du self-stockage parce qu'il y a un langage un peu particulier, etc. Bref. Donc, quand tu as fait le tour de tout ça, c'est bon. Quelles sont les charges? En fait, ça vole pas très haut. Déjà, tu n'as pas de chauffage. Donc, du coup, comme quand tu n'as pas de chauffage, si tu as des biens immobiliers, tu sais que ça coûte cher. Surtout en ce moment-là, ça va commencer à taper. Donc, en gros, pas de chauffage, tu as juste de l'éclairage qui se déclenche quand il y a des personnes qui rentrent. Ensuite, tu vas avoir les caméras de vidéosurveillance, ça consomme rien. Ça, généralement, tu achètes le matériel amorti ou tu loues? Non. Alors, il y en a qui le louent. Moi, j'achète et voilà, Des ça rentre amortis, dans le projet global. Ouais, exactement. Comme ça, tu es tranquille, on va dire. Ouais, honnêtement, c'est pas ce qui coûte cher, là. Les caméras de vidéosurveillance, ça coûte que dalle. Ensuite, tu vas avoir donc électricité. Tu vas avoir l'assurance. L'assurance dans le self-stockage, ça coûte un petit peu cher. Encore une fois, tu protèges plusieurs locataires et les risques incendie, si tu fais pas bien les choses, voilà, c'est ça en fait qu'elle calculait, l'assurance, elle estime les risques. Tu as l'assurance pour les personnes, mais pour les biens aussi. Exactement. Ouais, si c'est un peu de valeur ouais, c'est ça. dans les box, il faut pouvoir assumer s'il y a un départ au feu ou quoi. Ouais, exactement. Tu vas avoir, si tu es en copro, des charges de copro. Tu vas avoir ton loyer, ton crédit. Tu vas avoir tes frais de publicité. Ça, c'est à prendre en compte. Et à peu près, je crois que j'ai tout dit. Est-ce que tu as ton logiciel? Taxe foncière, forcément. Taxe foncière. Et derrière, il faut faire gaffe, c'est
comme pour un appart, si tu es en copro, que c'est pas, ça t'appartient pas, tu n'as pas la pleine jouissance, tu peux avoir des frais de copro, etc. Ouais, c'est ça. Tu as des frais de copro. Alors, fonction des biens, ça coûte plus ou moins cher. Mais quoi qu'il en soit, ouais, je pense que tu as tout dit, quoi. Donc, en général, les charges, quand tu compares les charges d'un centre de self-stockage et les charges d'un appartement, bah, c'est dérisoire. Encore une fois, tu as très peu de. Tu pas d'élec, tu pas de. Enfin, l'élec, c'est que dalle. Tu pas de chauffage. Et si ce qui coûte cher, bah, ton crédit, dans tous les cas, tu l'auras. Mais ce qui coûte cher, c'est comment dire, ton assurance et ta publicité. Quand tu achètes ce genre de bien, tu n'es pas soumis non plus à des PE, etc. Non, absolument pas. Ouais, donc finalement, tu peux faire quand même le parallèle un peu avec les parkings. En termes de coûts et tout, c'est un peu le même principe. Tout à fait. Tu es déchargé d'un certain nombre de choses quand même. Même si, bon, les parkings, tu as encore moins de charges, quoi. Tu n'as pas l'élec, c'est pas une différence colossale. C'est un peu moins, mais bon, tu pourrais dire sur les parkings, tu peux mettre de la vidéosurveillance. Ouais, même principe. Ok, tu vois, j'essaie de faire le film dans ma tête. Si demain je devais en prendre un. Ah, mais je t'invite à le faire. Hein. Je suis déjà parti. Ok, mais donc du coup, tu nous as dit on pouvait pas faire ça à l'arrache. Faut que je crée une entreprise. Je peux pas faire ça en nom propre. Bah, je l'ai fait, moi. Je l'ai fait la première fois. Mais c'est autorisé par la loi, ça. Alors, oui, tout à fait. Tu peux tout à fait le faire. Par contre, tu vas avoir un truc qui s'appelle les impôts. Et que tu vas voir, ça, il est mal. Ah ouais, ça fait mal. Ouais, mais je l'ai fait. Moi, mon premier centre, je l'ai acheté en perso. Donc, tu rentres ça dans la case revenu foncier, tu vois. D'accord, ouais. Et là, ça picote, ouais. Donc, t'es tranquille pendant combien de temps, en fait, pendant que tu mets ton déficit? Ouais, exactement. Mais bon, après, ça va vite, le déficit. Ça te rattrape, ça va vite. Donc, non, il faut monter une société, SAS, voilà, c'est conseillé. SCI, à la limite, les murs, pardon, et SAS, l'exploitation. Et après, il faut aussi jouer le jeu de la banque, et la banque, des fois, refuse SCI, SAS, donc il te propose juste SAS. Et ouais. Ah ouais, donc c'est pour ça que tu disais, il faut bien penser son projet en amont avec ses partenaires. Que limite, on a trouvé le local, mais pas de promesse d'embauche avant qu'on ait été voir la banque, on soit sûr d'avoir des artisans, et qu'on ait trouvé, t'en parles pas mal aussi sur tes différentes chaînes, l'assurance. Ouais, exactement. C'est vraiment un truc particulier aussi. Ouais. Après, honnêtement, c'est des projets qui se montent relativement vite, on va dire, comparé à d'autres biens de la même taille. Mais oui, il y a des signaux, des cases à cocher, en fait. Voilà, grossièrement. Ok. Et donc, du coup, j'ai monté mon opération complète, j'ai fait mon business plan, j'ai mes partenaires. Félicitations. Donc, tu m'as dit, il y a différents fournisseurs selon ce que je recherche, comme soit je fais un artisan, soit je prends du préfabriqué, etc. Selon ce que. Ouais. Alors, en général, c'est. Bon, alors, si tu fais du container, ça va être. Tu vas trouver un fournisseur de container ou de préfabriqué. En fait, t'as aussi des systèmes comme ça. Mais si c'est du box, ben là, ça va être du sur-mesure. Donc, il te faudra un artisan qui fait que ça. Après, moi, je suis pas très pour box en bois. Je suis plutôt c'est plutôt de la tôle, donc du fer, quoi. Là, je te conseillerais plus de partir sur ça, quoi. Déjà, parce que tu loues de la sécurité et visuellement aussi, ben, ça va rassurer beaucoup plus que du bois, quoi. Ok. Qui fait vraiment artisanal, quoi. Et donc, malgré la demande, contrairement fausse idée reçue, c'est de dire ça va pas non plus se remplir tout seul que par le bouche à oreille. Non. Ça peut, mais il faut quand même un peu plus forcer le destin. Donc, potentiellement un peu de com, de site, voilà. Du coup, tu as les deux possibilités. Tu as les possibilités d'avoir plutôt des clients en particulier, mais aussi pro. Ouais. Toi, tu conseilles quoi, d'avoir un mix? Tu trouves que les pros, ça pourrait être plus simple que du particulier? Est-ce que tu as un avis tranché sur la question? Ben moi, je te conseille de remplir déjà, mais après pas être trop. Bah alors, honnêtement, trop capricieux, on va dire. Non, le remplissage. Alors, déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a 70% de particuliers, 30% de professionnels. Ça, c'est la répartition en France, qui est à peu près la même en toute l'Europe. Même si, depuis quelque temps, on remarque qu'il y a plus de particuliers que de professionnels. Bon, petit détail. Et après, pour le remplissage, effectivement, le bouche à oreille, ça vient après. Ça vient quand tu es plein, ou quand tu es connu en tout cas, que tu as une certaine notoriété sur le secteur. Et donc là, on va parler de toi. Moi, c'est ce qui se passe, tu vois, les centres que j'ai du coup sur Toulouse, c'est Jackie a parlé de ton centre, machin, et est-ce que tu te restes de la place? Donc, du coup, tu mets en relation. Voilà. Après, concernant toujours le remplissage, tu as plusieurs leviers. Donc, on parlait de Just Stock tout à l'heure qui fonctionne bien, mais tu as la publicité en général, donc ton site internet qui va générer beaucoup de clients. On sait que 70% de la demande passe par internet.
Donc, ben voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire, avoir un site qui cartonne et être présent sur toutes les plateformes qui peuvent t'aider à remplir ton centre, grossièrement. Une fois que tu es plein, c'est bon, le travail est fait. Ça se remplit plus ou moins vite, un centre de self-stockage, hein, que ce soit partout en France. Il y a des datas sur ça. Mais grossièrement, pour te donner un ordre d'idée, moi, j'ai rempli presque 60 box en quasi 3 mois. Alors oui, les gens diront, ouais, mais t'es sur Toulouse, ça c'est plus rapide. Oui, mais non, parce que sur Toulouse, c'est aussi la ville où il y a le plus de centres de self-stockage. Et donc, c'est un plus comme ça peut être un moins. C'est un plus parce que le taux d'autorité à Toulouse est sûrement plus élevé que dans le reste de la France pour l'activité du self-stockage. Mais c'est un moins parce que il y a de la concurrence, tu vois. Donc, c'est à toi à te positionner, à te mettre en place dans un marché où il peut y avoir un certain besoin. Ce que je te conseillerais, quoi qu'il en soit, c'est que si tu veux te lancer, effectivement, le centre-ville, c'est intéressant parce que l'urbain, il y a de la demande, j'en suis la preuve. Mais si tu n'es pas en centre-ville, je peux t'assurer aussi qu'en campagne, ça fonctionne. Donc là, je vais faire une petite dédicace à Seb, qui est en Dordogne, perdu dans le trou du cul du monde, pardon de mon expression, et qui, lui, du coup, a déjà 2 centres de self-stockage. Et ça, des personnes comme ça, il y en a plein, je peux t'assurer. Donc, en fait, ce que je veux juste signifier, c'est que le marché, il est à peu près partout, sauf que effectivement, là, on est au tout début. C'est-à-dire que, tu vois, on en parle, nous, mais les gens ne connaissent pas. Demain, quand ça va se retourner, ce qui va se passer, hein, il va y avoir beaucoup plus de demandes que d'offres. On est encore plutôt early, comme on pourrait dire. Après, moi, je retiens bien quand même 70% de la demande sur du pro. Du particulier. De particulier, pardon. Particulier. D'accord, donc particulier, ouais. Ce qui est différent, ce que tu disais justement, la communication est particulière sur le self-stockage. Effectivement, je pense que tu t'adresses à un type de besoin, un type de population qui peut différer d'autres invests. Ouais, après, est-ce que les entreprises, bon, ça sera vérifié, mais est-ce que les entreprises, finalement, elles n'ont pas plus de moyens, sont peut-être... C'est pas pareil. L'entreprise, elle va stocker plus longtemps. c'est ça. Ça, c'est un une peu vérité. Ouais, exactement. On va te prendre des box plus grands aussi. Mais le particulier, donc, stockera effectivement moins longtemps. Mais l'avantage du moins longtemps, alors là, on va rentrer dans les techniques de location. Mais en gros, le self-stockage, le but du jeu, c'est de remplir. Tu vois, tu me posais la question. Ouais. Donc, tu remplis vite. Et une fois que tu as vite rempli, après, tu pratiques, t'es pas obligé, mais tu vas pratiquer une politique tarifaire. Donc, en gros, les box, tu vas augmenter les prix, de façon à ce que tu aies un roulement. Et donc, du coup, ton box de 2 mètres carrés que tu louais à 60 € par mois, tu vas augmenter à 65, de façon à ce que ceux qui restent, parce que c'est quand même embêtant, tu veux, de déménager un box. Et pour les nouveaux arrivants, du coup, tu vas venir bumper ton prix. Et ça, tu l'augmentes, c'est-à-dire qu'après, tu conclus un bail avec le locataire, c'est comme un peu un appart, tu peux l'augmenter tous les ans, tu as un barème d'augmentation, des trucs comme ça? Ouais, en fait, alors dans le self-stockage, c'est plus complexe que ça, mais enfin, c'est plus facile que ça, pardon. Mais en gros, tu peux tout à fait augmenter les prix. Alors, tu as des barèmes dans tous les cas, tu peux pas faire n'importe quoi. Mais sur les box vides, tu peux dire, très bien, le box de 2 mètres carrés qui est là, je te le mets à 60. Et celui-ci qui est à l'autre bout du centre, je te le mets à 50, tu vois. Ça, c'est toi qui pratiques tes prix comme tu l'entends. D'ailleurs, dans les centres de self-stockage, souvent, tu vas avoir plusieurs zones, tu vois, dans les grands centres. Donc, le box de 2 mètres carrés le plus près de l'entrée sera plus accessible, donc plus cher. Et ça, c'est plus pour les personnes qui viennent régulièrement. Mais par contre, celui qui est à l'autre bout du centre, il va être plus difficile à louer. Et donc, du coup, il sera moins cher. Ouais, voilà, tu as aussi la conception des lieux, le truc est plus accessible. Tu dois corber ça pour aller stocker, forcément. Exactement. Tu vas mettre 3 jours à le placer. Ouais. Ok. Tu me parlais tout à l'heure d'automatisation. Alors, je suppose qu'on pourrait faire un épisode entier là-dessus, limite. Mais dans les grandes lignes, qu'est-ce qui est important de mettre en place dans l'automatisation pour que ça porte bien son nom de self-stockage et que tu sois à peu près tranquille et que ça te vende? La première chose, c'est le contrôle d'accès. Le contrôle d'accès, en gros, chaque locataire aura son propre code, de façon à ce que toi, tu vois, t'imagines, tu pars à Bali, vivre à Bali, tu as un problème avec un locataire, tu veux le verrouiller à distance, tu peux le faire. Depuis ton téléphone, tu changes le code et puis ciao. Donc, le contrôle d'accès, ça s'applique à l'entrée du centre, mais ça peut s'appliquer aussi sur les box, avec des cadenas connectés, avec des serrures connectées. Donc, tu vois, tu peux tout à fait tout verrouiller. Alors, en fonction du contrôle que tu vas mettre, ça va coûter plus ou moins cher. Donc, la première étape, elle est là. Tu lui donnes un code à chacun. Ensuite, tu vas avoir de la facturation de masse. Tu te doutes bien que je fais pas tous les mois les factures sur Excel, tu vois. Donc, tout est automatisé. C'est-à-dire que chaque mois, chaque début de mois, je clique sur un bouton, ça envoie toutes les factures. Et
après, j'ai une traçabilité sur qui a payé, qui n'a pas payé, et j'applique les relances automatiquement. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, donc relance facture. Et déjà, tu as fait le tour. Et après, tu peux avoir, ben non, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Après, tu peux aller beaucoup plus loin ici. Tu vas aller dans la vidéosurveillance. Tu peux contrôler à distance les entrées et sorties, valider ou non telle ou telle personne. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Et si tu veux pousser le truc encore plus loin, tu peux utiliser toute cette data que tu vas avoir des entrées et sorties de tel et tel client pour augmenter les prix sur certains, diminuer sur d'autres, parce que tu sais que certains vont rester plus ou moins longtemps, etc. D'accord, ouais. Donc, C'est un peu le principe qu'on disait Airbnb, et quand tu passes par juststock.com, il est capable de t'adapter intelligemment tes tarifs. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. En fait, le but du jeu, de l'automatisation, si je devais résumer, je te dirais que c'est toutes ces étapes un peu chronophages de facturation, de relance, d'entrée, de sortie, tout ça peut être généré par un ordinateur, en fait, par une intelligence artificielle ou pas, mais en tout cas par un logiciel qui te permette de gagner du temps, quoi. Parce que c'est ça qui prend le plus de temps. Chez nous, c'est l'entrée-sortie. Mais même, tu peux aller plus loin dans l'automatisation, tu vois, tu peux mettre en place de la réservation en ligne. Comme tu sais que 70% de la clientèle réserve par le biais du digital, enfin, en tout cas, te contacte par le biais du digital, moi, j'ai beaucoup de personnes qui réservent un box directement depuis mon site internet. Donc, tu vois, en fait, tu es nulle part dans le chemin. Moi, je suis pas trop favorable à ça, mais en tout cas, ça existe. C'est-à-dire que les gens vont sur ton site, ils cherchent un box de 2 mètres carrés, ils louent le box, tu leur envoies les codes d'accès automatiquement. Ensuite, la facturation est créée et s'il n'a pas payé, il y a une relance. Et donc après, tu verrouilles le box ou tu donnes un code, etc. Enfin, tu vois, c'est le truc, il est infini, quoi. Tu contrôles tout l'expérience je utilisateur. pense que c'est le mot, c'est infini. C'est-à-dire que en fait, demain, tu pourrais très bien dire je loue à la journée à 10 heures déjà. en plaçant tes prix. Il y a un besoin imminent X ou Y. Ouais. Et selon comment tu le pousses le truc, tu peux en fait avoir besoin de 0 personne. Ouais. Enfin, 0 personne en tout cas dans l'interaction avec les clients qui viennent et qui soient totalement autonomes, comme tu disais, 24 sur 24, 7 jours sur 7, etc. Moi, à l'heure actuelle, je suis tout petit, hein, j'ai 170 box, ok. C'est vraiment tout petit comparé à certains gros clients un gros centre. Et 170 box, ça me prend 1 heure semaine. Là, c'est pas mal. Voilà. Bon, après, attention, il y a quand même, je suppose, tout le travail que tu as donné en amont de lancer, d'apprentissage et tout. Mais une fois que c'est lancé, par contre, c'est effectivement. Mais quand tu compares par rapport au nombre de clients, tu vois, pour avoir fait de la colocation, ils vont te dire oui, mais alors du coup, tu as beaucoup moins de travail sur une colocation. Ouais, les entrées, sorties, les visites, les états des lieux, c'est un enfer, quoi. Enfin, moi, je trouve, honnêtement. Qui fait Airbnb sans trop déléguer, je pense qu'il est plus embêté que toi. Ouais. Exactement. Alors, tu vois, même pas, je t'en parle, quoi. Ça roule, mais écoute, moi je crois que j'ai fait à peu près le tour, j'ai bien compris le système, sauf si tu penses que j'ai oublié un truc, je pense que ça peut être le moment de parler un petit peu de toi, comment on te retrouve, sur quel canal tu es présent. On en parlait du coup en off. Moi, je suis exclusivement sur YouTube. Cool. En fait, je fais des vidéos toutes les semaines sur le self-stockage. Ouais, ça sympa. Ouais, merci. Des trucs bien détaillés. Si les auditeurs, auditrices veulent pousser le truc, tu as fait des super vidéos, notamment sur les coûts, etc. Où tu bien sûr, j'essaye. Des vrais chiffres, ça c'est top. Ouais. Ouais, j'ai ma petite communauté très spécifique. En gros, c'est les geeks. Hein. Si vous cherchez un marché de niche, voilà, vous n'allez pas avoir des millions de personnes. Mais par contre, je donne tout ce que j'apprends. J'essaie de partager mes contacts également, mes références, etc. Donc, j'essaie de démocratiser, comme je te disais, le self-stockage. Donc, sur YouTube, une vidéo par semaine. Après, pour celles et ceux qui veulent se lancer justement dans un projet, j'ai mis en place un lien Calendly qui permet de prendre rendez-vous avec moi pendant 30 minutes et on parle de leur projet. Et après, si tu veux vraiment pousser le truc encore plus loin, tu as 2 façons de travailler. Soit tu pars sur un accompagnement et donc c'est moi qui crée le centre pour toi. Donc ça, c'est plus adapté à des centres de grande taille ou au-delà de 1000 mètres carrés. Mais si tu veux te lancer dans le self-stockage et mettre les mains dans le cambouis, je propose aussi une formation. Et donc cette formation est en ligne. Et moi, je viens aussi en copilotage parce que je suis très favorable aux formations. Mais la formation où tu passes pas à l'action ne m'intéressera pas. Donc moi, je préfère être derrière mes élèves quand ils ont besoin, c'est pas moi qui leur cours après, mais quand ils ont besoin, voilà, je leur donne des indications pour gagner du temps, 2 avoir les bons partenaires, parce que pour avoir fait pas mal de formations, une fois que tu as fait la formation, tu es un peu dans le flou, quoi. Alors tu as appris plein de choses, mais par où on commence? Faut mettre les pieds à l'étrier. Voilà.
Mais non, du coup, très cool. En fait, si je comprends bien, tu nous as mis l'eau à la bouche. On a envie d'y aller après l'épisode. Et du coup, tu as plusieurs solutions. C'est-à-dire que tu as la personne qui se sent capable et qui veut être autodidacte, autonome. Elle Exactement. peut s'appuyer sur ton contenu entièrement gratuit sur YouTube. Ouais. Et encore une fois, tu as pas mal de vidéos très sympas. Deuxième possibilité, un peu intermédiaire, tu as ta formation Ouais. qui permet quand même de... Voilà. Et après, tu as vraiment de l'accompagnement plus où tu personnalises et tu vas vraiment pousser la chose Exactement. pour la personne qui a... Elle n'a pas forcément le temps. En fait, souvent, les personnes que j'accompagne sont des marchands, ils ont plein de locaux, plein d'opérations en même temps. Et ça, en fait, ils m'utilisent, c'est pas méchant quand je dis ça, mais en gros, oui, ils utilisent mes compétences pour que moi, je développe de côté leurs activités, enfin leur activité de self-stockage. Okay. Et eux se concentrent vraiment sur leur valeur ajoutée, là où ils sont bons, en fait. Okay. Donc voilà. Donc tu nous as dit ton contenu, par contre, pour t'écrire à toi, c'est quoi mieux, To Do Box Show le site Ouais, sur le site, je réponds pas mal. Et alors, j'ai le site, donc Todo Box, comme un box, et Show, S-H-O-W. Ma chaîne YouTube, c'est pareil. Après, vous tapez Nicolas Todo, vous allez me trouver. Hein. Et voilà. T'avais un ou deux contenus, je crois, qui étaient sympas, qui étaient gratuits aussi. T'avais pas une liste? Ouais, c'est ça, oui. Tu peux me rappeler ça? Ouais, carrément. J'ai fait j'ai fait un livre blanc du self-stockage où je donne beaucoup d'éléments. C'est vrai que c'est une mini formation presque. Le truc qui était très propre. L'ebook, ouais, c'est ça. Et après, j'ai fait aussi un simulateur de rentabilité. Donc, en gros, tu as un projet de self-stockage, tu rentres tous les prix, les produits, enfin, tu remplis le tableau et ça te dit à peu près la rentabilité de ton centre. Donc, on en parlait tout à l'heure de la renta, comment la vérifier. Voilà. On a là à dispo pour checker qu'on fait pas de bêtises, quoi. Exactement. Trop bien, écoute, merci beaucoup Nicolas pour cet épisode, c'était passionnant, mais tu vois, on n'a pas vu le temps tourner, on est obligé de couper parce qu'il faut quand même que tu ailles rechercher tes enfants, on va pas les laisser sur le trottoir. Ouais, c'est mieux. J'oublie à chaque fois, mais du coup, vous avez toutes les ressources pour Nicolas. N'oubliez pas non plus de vous abonner aux plateformes d'écoute, que vous soyez sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou que sais-je. C'est hyper important pour moi, ça donne de la visibilité aux épisodes. Et si vous voulez que je continue à vous délivrer du bon contenu et décrocher des super interviews, eh bien, n'hésitez pas à m'appuyer, à m'aider. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao. Salut Romain. Salut.